C'est bon, c'est parti. Coucou tout le monde, coucou YouTube, coucou Twitch. Je suis en compagnie de Charles, a.k.a. Crypto Farmer, le roi français de la DeFi. Et on va vous parler de DeFi ce soir. On va parler d'actualité DeFi, de ce qui s'est passé depuis le début de son aventure crypto. Et aussi, on va vous parler de Web5 peut-être et de sécurité. Pour ceux qui ont la ref. Non, de base, pourquoi on parle de Web5? Parce que la création de société de Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, s'appelle Web5, qui a d'ailleurs un petit troll pour le Web3. Et nous, on reprend le troll en version amplifiée. Merci de ta visite, Charles. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et puis merci de ta visite, hein, merci de ta présentation et puis voilà, hein, c'est parti pour une petite heure et demie de discussion sur l'actualité. Actualité, DeFi, sécurité, Web5. On laisse Ethereum. Le temps aux gens d'arriver dans le chat. Tu pourras voir les messages, je les ferai passer aussi à l'écran. Donc on n'hésitera pas à interagir avec vous dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit like pour le référencement, ça fait plaisir. Et en attendant, moi je vais te demander de te présenter. Voilà, te présenter toi en tant que Charles et en tant que Crypto Farmer sur YouTube, sur Twitter, etc. Qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Ok, c'est bon, le setup est prêt, j'ai le chat. Alors, moi c'est Crypto Farmer. J'ai lancé la chaîne YouTube en mars 2021, sachant que je suis rentré dans les cryptos fin 2020. Donc, au final, j'ai lancé la chaîne YouTube quelques mois après que je sois rentré dans les cryptos. Parce qu'en fait, je suis arrivé grosso modo au boom de la Binance Smart Chain. Ouais. Et il y avait vraiment zéro contenu français. Il y avait vraiment... tu avais Sam du JDC qui en parlait dans ses lives. Mais il n'y avait pas vraiment de contenu, on va dire, un petit peu tuto, quoi. Parce qu'au final, c'était le tout début, quoi. Tu pouvais... moi, je vais te dire très honnêtement, quand on me parlait de DeFi, je connaissais Maker, DAO. Ouais. Je comprenais le principe de swap parce que moi, je suis un ancien où, à l'époque, on parlait d'Atomic Swap, il n'y avait pas de jeton de gouvernance, de trucs comme ça. C'est tu swappais un jeton pour un autre jeton sur Litecoin ou quoi. Et tu es la première chaîne, no joke, tu es la première chaîne que j'ai follow pour les sujets DeFi pour apprendre justement à manipuler. Je suis arrivé très très tard. Moi, je me suis dépucelé de la DeFi avec l'écosystème Solana justement et pas la Binance Smart Chain. Ah ouais, donc c'était un peu plus tard. Mais ouais, clairement, un petit peu de contenu en anglais, vraiment pas du tout en français. Donc je me suis dit, c'était le confinement et tout. Allez, let's go. On achète le micro le moins cher sur Amazon et on se lance sur quelques vidéos. D'ailleurs, surtout, ne remontez pas sur les toutes premières vidéos parce que c'est record dans ma chambre. Il n'y avait pas le fond vert, il n'y avait rien du tout. Mais ouais, et puis du coup, après, au final, j'ai un petit peu fait mes armes sur YouTube. En fait, j'apprenais en même temps que faire des vidéos. C'est-à-dire, grosso modo, en fait... mes trouvailles, ce que je cherchais, les protocoles que j'analysais, en fait, je faisais mon analyse personnelle parce que avant tout, j'étais d'abord investisseur, utilisateur de cette DeFi. Et puis, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire... Maintenant que je sais me servir de MetaMask et de connecter ma Ledger à mon MetaMask et tout pour être sécurisé, pourquoi pas en faire une vidéo en français sur Internet puisque, voilà, si tu tapais Ledger MetaMask, tu tombais sur strictement rien. Et au pire, peut-être quelques vidéos quali, mais en anglais. Donc voilà, c'est un peu parti de là. Donc au final, il y a eu l'évolution BSC, Polygon, Phantom, des trucs un petit peu plus sombres. Un peu plus exotiques. Non, mais clairement. Et toi, donc, tu as fait tes premières armes sur quelle chaîne au final? Moi, 100% BSC parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir. Hein, parce qu'au final, il y avait eu un peu le DeFi Summer avec le Sushi Swap sur Ethereum. Mais déjà, j'étais pas là. Et puis de deux, au moment où je suis rentré dans la crypto, j'étais un peu priced out de la DeFi, quoi. C'était des centaines de dollars la transaction. Donc pour faire tes premières armes, tu payes pas 100 balles pour faire une erreur, quoi. Ethereum, blockchain de riche, hein. Franchement, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, en boule. Tout à fait. Toi, tu as commencé quand vraiment les cryptos, rappelle-moi? Décembre 2020. Fin novembre 2020, il me semble. Ah donc, ouais. c'était du Bitcoin, c'était de l'Ether à 500 et du BNB à 30, du BTC à 17K à peu près, voilà, pour resituer. C'est ça, un juste peu. avant le pétage d'ATH. T'es vraiment arrivé comme un prince du coup, hein, parce que pour le coup, oui, t'aurais pu acheter un bottom, mais t'es arrivé vraiment au moment où on commençait à s'exciter,
on commençait à dire alt season is back parce que franchement, les alt season is back entre 2018 et fin 2020, il y avait des profits à faire, mais c'était pas le terrain de la confiance. C'est vraiment début 2021 où les gens ont pris la confiance et ont commencé à mettre des billes. Et c'est vrai que moi, la BSC, je l'ai totalement raté. Alors que j'ai des amis qui me l'ont call et juste je l'ai pas fait parce que je ne comprenais pas en fait. J'aime pas trop me lancer dans des trucs que je comprends pas. Et tu étais un utilisateur de Binance aussi à l'époque? Parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé. Hein. Parce que mes BNB, je les ai pas achetés pour la BSC, je les ai achetés pour Binance. Puis après, bon, quand ils sont passés de 30 à 600, tant mieux quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, en fait, moi, j'étais utilisateur Binance. Mais à l'époque, si tu veux, j'avais des comptes un peu partout, mais j'avais pas vraiment d'exchange de cœur parce que j'avais fait un gros trou entre, je dirais, 2020 et enfin début 2020 et fin 2020, j'ai vraiment pas mis les pieds en crypto. C'est juste j'avais acheté des Ethers, des trucs comme ça, à 200 balles l'Ether, du XLM pas cher, du Bitcoin Cash pas cher et je touchais à rien. Et ouais, quand j'ai vu que ça s'est vraiment réaccéléré fin 2020 et je voyais vraiment les gens forcer avec ce Modify. En fait, pour moi, j'étais en mode, le Modify, c'est un peu comme le mot blockchain, on nous gonfle et on en fait tout un pataquès pour rien. Et c'était une erreur. C'était une erreur. Je me rendais pas compte les histoires de swap, les curves, etc. de l'écosystème qui était en train de se créer. Et au final, c'est avec Solana, Radium, du coup, ce genre de truc où j'ai commencé à m'y mettre. Et pour la compréhension de l'écosystème, bah, c'est passé principalement par ta chaîne à toi et mon pote l'infréquentable qui en fait beaucoup, du coup, pour m'expliquer aussi. Ouais, bah en fait, je pense la mise en abîme des gains, c'est-à-dire en fait avoir un premier niveau de gain déjà sur ton exposition Ether, sur ton exposition BNB, et en plus rajouter par-dessus une utilisation d'un protocole de lending pour avoir des récompenses supplémentaires. Bah moi, c'est ça qui m'a plu en fait. C'est vraiment optimiser au max tes bacs, quoi. Mais comment t'es tombé là-dedans? Parce que effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu as fait de la DeFi et pas autre chose et que ça t'a pris au trip direct, quoi? Alors déjà, je me suis créé un wallet non custodial parce que c'était possible de récupérer 20 balles ou 30 balles dessus. C'était Trust Wallet où en fait, tu créais ton wallet, il te donnait 30 balles. Ok. Et du coup, tout de suite, tu apprends comment les renvoyer sur Binance et tout. Et là, tu apprends ce que c'est qu'un wallet non custodial. En fait, c'est vraiment... c'est con à dire, mais c'est ces 20 balles qui m'ont fait gagner tellement plus après parce qu'au final, c'est ça qui m'a poussé à créer mon wallet. Ouais. Et aussi, Binance, il faisait un peu de promo pour PancakeSwap, il me semble. Et bon, tu vois, je savais un peu ce que c'était que les stablecoins et tout. Je savais pas encore ce que c'était les pools de liquidité. Et là, tu vas sur le site, tu vois que si tu mets 2 stablecoins dans une pool de liquidité, tu fais 80%. Forcément, ça attire l'œil, ça attise la curiosité. Parce que moi, à l'époque, pour être tout à fait honnête, je m'intéressais au tout début de mes investissements parce que je travaillais beaucoup avant. Donc, j'épargnais, mais sans réfléchir à faire travailler mon épargne. Et déjà, voir sur Binance qu'on te proposait du 7-8% sur du stablecoin. Enfin, tu vois, c'est du 7-8% entre guillemets garanti sur du stable, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a un climat de confiance avec Binance, effectivement. Quand tu es sur un livret A à 0,5, quand tu es sur une assurance vie à 1,3, quand tu es sur de la bourse qui historiquement fait 7-8, mais quand même tu as des drawdowns de 30%, bah, on te donne 8% fixe. Tu as l'impression de faire l'IMO sans avoir à te prendre la tête avec le locataire, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire, c'est vrai. Et le truc, c'est que 2-3 semaines après avoir créé mon compte Binance, je tombe sur ce fameux PancakeSwap qui t'en propose 80. Donc forcément, ça attise la curiosité. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que c'était en période de Covid, j'avais 24 heures sur 24 à consacrer à ça. Et après, de fil en aiguille, tu regardes PancakeSwap, tu vois que tu as des trucs qui revendent automatiquement les récompenses pour accumuler du stable, hashtag Bifi. Et après, tu vas sur d'autres trucs. Tu vois un fork qui te propose encore plus. Bon, tu perds quelques sous. Comme ça, t'enchaînes. Et puis, t'apprends comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr. Tu testes. Et moi, je me souviens d'un épisode. Bon, tout à l'heure, tu disais j'ai commencé dans ma chambre et tout, mais moi, je me souviens surtout. C'est ça qui m'avait marqué en écoutant ta chaîne, que tu bossais sur des bateaux. Ouais. Tu bossais sur des bateaux. Alors, comment tu faisais niveau connexion, niveau temps tu gérais ça comment?
Alors en fait, déjà, j'ai créé la chaîne en mars et du coup, avec le Covid, tout ça, c'était stoppé. Donc j'ai quand même fait 4-5 mois, les 4-5 premiers mois de la chaîne, euh, dans ma chambre, la fibre optique et tout. Et après, Ouais. c'est vrai que la période bateau, ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi aujourd'hui. C'est, on va dire, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, après, tu sais, tu fais ton petit setup, tu accroches le fond vert au mur en haut avec du scotch et tout. Ah ouais, t'es Tu chaud. tu t'arranges, tu t'arranges, tu utilises Ok. la webcam au lieu d'avoir ton branchement avec le téléphone, ce qu'on parlait en off tout à l'heure. Hmm. Mais le plus compliqué, c'était la connexion Internet parce que c'est du satellite longue distance. Hmm. Et pour uploader, mais il me semble, en plus, je t'avais envoyé un MP à l'époque pour parler un petit peu de compression de vidéo. Ouais, on en avait discuté rapidement. Et sur des vidéos de 50 à 100 mégas, c'était plusieurs heures d'upload. C'était Terrifiant. Ah ouais. 2 à 4 heures d'upload en 50 ou 100 mégas, C'est quoi. impossible de travailler dans ces En conditions. On sachant pense au que besoin. c'est 4 Hmm. euros l'heure Internet sur les Ouais, bateaux. ouais, non, mais faut Donc je laisser lâchais tomber. déjà 1000 balles, je lâchais à peu près 1000 balles par mois de. Donc en fait, les 8-9 premiers mois, c'était vraiment. Je perdais de l'argent à faire des vidéos sur Internet. Bon, Ouais. après, aujourd'hui, forcément, j'ai grossi. Je peux monétiser. Je peux mettre une petite page de pub au début d'une de mes vidéos. Je peux faire des Hmm. giveaways sur Twitter. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Et ouais, les conditions Internet. Bah d'ailleurs, si je peux me permettre de te questionner sur ça, tu me dis si tu veux pas en parler, Mhm. mais déjà, je vais prendre les devants par rapport à moi. En fait, quand tu es youtubeur, à part si tu fais vraiment v'là les vues, et c'est ni ton cas ni le mien, on fait Mhm. des vues, ça fait un petit peu de sous, ça fait quelques centaines d'euros, voire quelques milliers en période de fête, parce que les fins d'année, souvent, ça paye mieux. Mais clairement, les revenus, tu les fais sur du sponsoring et de l'affiliation. Ouais, c'est C'est ça. Tu ça. fais. Moi, de toute façon, je disclaime tout, hein, donc c'est pas compliqué à savoir. Mais ce que j'aime bien, c'est mettre une petite page de publicité. Tu présentes un projet pendant 1 minute au début de ta vidéo. Celui qui s'en fout, il clique. Il peut accéder aux 15 autres minutes de la vidéo gratos. Ça lui a coûté un clic. Voilà, celui qui regarde, il regarde. Pareil sur Twitter, petit giveaway en plus. Comme ça me Mm. permet de moins me rémunérer. Et en plus, tu vois, là, j'avais, pas plus tard que ce soir, là, j'ai fait un tirage au sort pour Realty. Realty. Ils ont offert 1750 € de tokens. Bah voilà, il y a 3 gagnants. Tu sais pas, ça tombe, celui qui a gagné les 1000 balles, il a peut-être 2000 € de crypto. Bah voilà, maintenant, il en a 3000, plus C'est vrai. 50%. C'est toujours cool. Et puis voilà, je pense que ça masque pas trop non plus le vrai contenu produit. Surtout qu'en plus, c'est tout le temps disclaimé. Donc, Yes. Bah toi, t'es bosseur. C'est clair que franchement, la chaîne YouTube, ça cartonne. Alors justement, je vais te questionner voilà, sur ça. c'est léger là, cet été, hein. Là, c'est 2 Oui, mais vidéos après, par. faut respirer aussi. Mais toi, ton rythme de YouTubeur, tu gères comment? Tu programmes un peu à l'avance ou tu te lèves, tu dis le sujet aujourd'hui, ça va être ça. Combien de temps tu mets à filmer, monter? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? Franchement, ça va être vraiment aléatoire. J'ai pas... Souvent, j'essaie de planifier un petit peu à l'avance une petite vidéo ou quoi, mais tu vois, par exemple, là, j'ai sorti une vidéo sur les hacks récents. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les hacks récents, tu vois, c'était pas Ouais. du tout prévu. C'est ce matin, il y a eu le hack de Solana. Je me suis dit, attends, faut que j'en parle, parce qu'en plus, comme ça, si des gens sont encore sur le hot wallet, potentiellement, ils peuvent peut-être sortir si le hack, il y a toujours une brèche ou quelque chose. Mm. Mais ouais, du coup, c'est un petit peu wall again, hein. Pour être honnête, il n'y a pas vraiment de. Ouais, Il y a mais pas vraiment. t'arrives à te motiver du coup. C'est-à-dire que Bah, un one petit peu again, plus dur again, mais aujourd'hui, ouais. mais à l'époque, là, en plein boule, quand tu avais, tu sais, limite, tu devais faire le tri dans tes idées de vidéo, quoi. Mm. Hmm. Bah, il y a ça, mais il y a aussi le fait que bah, tu peux pas raconter des bêtises et tu es quand même sur un sujet qui est relativement complexe. Mhm. Alors, j'imagine qu'au final, c'est très, très chronophage comme activité, où tu vas passer peut-être plusieurs heures parfois à te filmer et après, tu vas charcuter tout ça au montage. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui montes? Est-ce que tu payes quelqu'un? Comment Ouais, ça je se fais passe? encore tout seul, parce qu'au final, ça me permet comme ça d'avoir une grosse charge de travail. Parce que du coup, au final, la vidéo, ça va être plusieurs heures de recherche. Puis au final, le montage, Hmm. comme je fais tout sur OBS, en fait, je recorde juste mon écran et il y a déjà l'intégration dessus. En fait, le Hmm. montage, c'est que des cuts et je rajoute peut-être 2-3 trucs. Donc au final, sur une vidéo de 20 minutes, je vais pas passer plus d'1 heure au montage, tu vois. Ouais. C'est Mais pas bout comme. à bout, ça va être quoi? Ça va être 4 heures, 5 heures, une vidéo de ta vie? Bah,
les plus rapides, ça va être 4 heures, entre 4 heures et une journée entière, quoi. Vraiment, c'est... Ok. Suivant, en fait, c'est plutôt la demande de travail au préalable, c'est plutôt les recherches où ça va aller entre, voilà, si je dois juste présenter une position de farming que j'ai trouvé, voilà, en bull run, on parle d'un protocole sans vraiment rentrer dans les détails. Tu vois, ça peut aller très vite, hein, un tuto où je montre juste les manipulations, ça peut aller très vite. Après, quand tu rentres dans des sujets un petit peu plus compliqués où tu trouves des sources, potentiellement tu essayes de les comparer avec d'autres sources et tout pour faire la synthèse. Là, forcément, c'est un petit peu plus, demandant. Ouais. Ça marche, ouais. Donc, on a un peu la même façon de travailler hein, au final. C'est juste que, vu que tu es rentré dans une logique, bon, bah, j'arrive sur le marché du YouTube game, j'ai besoin de me faire un nom et puis je suis un petit peu tout seul sur cette activité en France, en tout cas à faire vraiment des vues. En fait, c'est ça qui te motive aussi. Bon, là, en ce moment, moins avec l'été, mais ça, c'est normal, il faut souffler, je te rassure. S'ajoute à ça un peu l'ambiance bear market aussi, forcément. Mais ouais, ok. Je te remercie pour ces petites précisions. Alors, je y a lisais ça vos et aussi, messages de chat. juste pour compléter aussi, il Oui. y a la DeFi depuis mai-juin, tu vois, c'est hack sur hack, c'est Ouais. les tokens de gouvernance. Bon, il y a beaucoup de gens qui comprennent que quand même, il y a la plupart des tokens de gouvernance qui n'ont pas vraiment de valeur intrinsèque. Donc forcément, les prix descendent. Donc si les prix descendent, les rendements descendent, avec toujours les Ouais. mêmes risques à côté, voire même des risques supérieurs, parce qu'il y a eu toutes ces cascades entre Celsius et tout, Voyager, Terra, bref. Donc forcément, ouais, c'est un petit peu plus compliqué le côté farming et du coup, bah, créer du contenu. Tu vois, quand sur Twitter, je dis bon les gars, faites attention, gardez tout sur un ledger, ça sert à rien de risquer vos cryptos pour quelques pourcents de rendement. Tu vois, à côté, je peux pas pondre des vidéos, aller farmer sur ça, aller farmer sur ça, aller farmer sur ça. Tu vois. Ouais. Ça, Bah, en faut fait, regarder je comprends totalement ta position par rapport à ça. On a eu un bull run où on a été dopé par des profits. Bon, bah, toi, du coup, ça a été sur des grosses APY. Moi, ça a été sur des gros multiplicateurs sur certaines alts. Là, on est obligé de changer de stratégie et je pense que ça peut être un peu déroutant pour les gens qui nous suivent et qui sont pas à fond. C'est protéger votre pognon, quoi. Protéger votre pognon à tout prix avec des process de sécurité. Soyez beaucoup plus parano à vos investissements parce que forcément en boule, en fait, même si tu perds, je dis une bêtise, 10% de ton folio parce qu'il y a eu un rug pull, bon bah c'est pas grave, tu es en boule, tu vas te refaire autre part. Entre parenthèses, entre grandes parenthèses. Tandis que là, merci beaucoup pour le sub, Zonkit. C'est vraiment difficile. Tout à l'heure, j'ai vu passer un message. J'ai pas répondu exprès. Je voulais pas te couper. C'était un message. Je vais le retrouver. Par rapport au bear, voilà. Message pour nous deux. Est-ce que tu ressens ce bear market comme les années 2018-2019 où tu as l'impression qu'on ne connaîtra plus les précédents bull runs? Pour moi, c'est un peu la même chose dans le sens où d'ailleurs, on a sondé le chat l'autre jour avec Picsou. Les petits nouveaux, ils suivent plus les lives, voire ils sont sortis du marché, ils sont dégoûtés. Voilà, les cryptos, c'est un scam, on se casse. Les gens qui ont un peu plus de bouteilles en crypto, ils savent que c'est cyclique. Merci, Louquet, également pour le sub. Voilà, ils savent que c'est cyclique. Donc, en fait, ils savent que tu as des moments de désintérêt. Là, en ce moment, on est en période de vacances, donc c'est encore pire. Et on passe d'un bull run où il y a plein de trucs qui sortent, il y a des annonces dans tous les sens, à une période où en fait, bah, presque tu as l'impression qu'il ne se passe rien, aussi bien côté fondamental, annonce, que côté spéculation pure. Et donc, tu as l'impression d'être un petit peu tout seul dans ta bulle. Mais en réalité, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, regarde juste, fais un peu d'analyse technique sur plein de jetons. Je dis ça pour le LOL, mais il y a du vrai, hein, du Dogecoin, du XRP, des trucs comme ça. Tu verras que ça fait toujours des manèges, en fait. Tu vois, tu as le gros roller coaster et puis ça s'effondre parce qu'en fait, les gens, ils perdent l'intérêt, ils vendent et il y a des gens qui ont un prix psychologique qui est trigger, donc ça vend aussi et ça crée de la vente constante. Donc ça porte bien son nom, hein, c'est bear market, mais c'est cyclique. Toi, tu es confiant par rapport à l'avenir sur l'écosystème DeFi, Charles, ou pas? Ouais, non, mais de toute façon, la DeFi, elle est là pour rester, hein. Après, ce qu'il faut bien différencier, c'est ce que souvent les gens, ils font un peu l'amalgame, c'est entre la DeFi, la finance décentralisée et tout le côté farming. Forcément, la DeFi est là pour rester, tout le monde continue à build, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles idées qui arrivent tout le temps. Après, c'est sûr que peut-être qu'il y aura pu, même dans le prochain cycle, comme ça, des APY de ouf, parce qu'en fait, ces APY, ils étaient dopés
à la dumb money, hein, on pourrait appeler ça comme ça, Ouais. qui investissaient en masse dans les tokens de gouvernance parce que ils étaient ultra chill, notamment par des mecs sur YouTube, hein. Faut dire les choses. Ah, les influenceurs de manière générale, bien Et sûr, du bien coup sûr. du coup, au final, bah, voilà, ceux qui ont fait le travail de recherche et ceux qui ont farm and dump, bah, tu vois, ils ont pris leur salaire, mais forcément, il y a pas d'argent gratuit dans ce monde, hein. C'est, Ouais, heu, c'est un ouais, je suis moi, je vois un d'accord. petit peu le farming, hein. Donc du coup, là, c'est pas la DeFi, le fait de pouvoir, être débancarisé comme certains, tu vois? Ça, c'est vraiment la finance décentralisée. Mais tu vois, le côté farming, je vois un petit peu ça comme une grosse partie de poker. Tu vois, Mmh. tu du coup, il y a pas 8 joueurs, tu as, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 joueurs et tu vois, c'est juste tu en as, ils vont all-in, tu en as, ils bluffent, Mmh. ils achètent des trucs et puis, au final, le seul gagnant, c'est le casino et puis, voilà. En fait, si on continue à l'analogie, il fallait jouer un petit peu tight, pour ceux qui connaissent. Fallait juste ramasser les pots, quoi, Ouais. sans prendre Bah, trop en de f risques. Parce que c'est je prends les messages un peu dans le chat. Est-ce que notre boule a pas été boostée par l'impression massive? Mais en fait, tout tout est vecteur de boost, comme il vient très bien de le dire. Tu as l'influence, donc tu as les médias qui en parlent, tu as les influenceurs qui en mmh, parlent, mmh mh. tu as tout le monde qui en parle. Tu as la logique du halving sur BTC. Donc, tu as eu la thèse du stock to flow model, patati patata, l'impression monétaire, donc inflation age aussi. On investit dans les crypto-monnaies pour se protéger de l'inflation. Donc, on est tous rentrés dans notre délire euphorique. Je veux dire, l'euphorie dans un marché, c'est pas spécifique aux crypto-monnaies. C'est dans tous les livres de trading, c'est dans tous les livres d'histoire. En réalité, c'est tout le temps comme ça. On découvre quelque chose de nouveau, c'est magnifique. La méga bulle qu'on a eue, bah, c'était la bulle de l'an 2000. Avant ça, ça a été peut-être autre chose, l'industrie, l'ouverture des bourses, la facilité d'investir ses capitaux, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, c'est toujours des, pour moi, c'est des cycles qui sont plus ou moins longs. Je prends ce message, du coup, cyclique de quoi, frère? On a la veille d'un crash boursier, d'un reset du système financier. Tu vois, ça, c'est le biais fin du monde. C'est-à-dire que sur le cycle crypto précédent, alors oui, il y avait pas la guerre en Europe. Bon, tu avais le bordel ailleurs, c'était plutôt Afghanistan et compagnie. T'avais quoi? T'avais, ouais, on n'a toujours pas digéré la crise de 2008, ça va finir par s'effondrer. On avait quoi? On avait, ouais, la réglementation va arriver. De toute façon, les États vont pas laisser faire les crypto-monnaies, ils vont tout interdire, ça va être fini. En fait, les scénarios fin du monde, tu te les tapes à chaque bear. Sauf que Mmh. les bears, en bull market, tu les écoutes peu, et d'ailleurs, tu n'as pas envie de les écouter. Alors que bah, dès qu'on est en marché baissier, bah là, en fait, les bears, tu as tendance à les écouter, ils ouvrent très grand leur gueule parce que justement, ils ont raison dans un marché baissier. Mais au final, c'est vous et vos convictions. Moi ou Charles, on ne peut pas vous promettre qu'à horizon, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, ça va repartir. Si ça se trouve, ça va mettre des années. Si ça se trouve, ça repartira jamais. Maintenant, c'est un investissement, c'est une prise de risque et c'est vous et vos convictions à l'arrivée. Ouais, ouais et puis moi, je le vois aussi comme ça, c'est, tous ces messages un petit peu, catastrophistes, au final, Ouais. je me dis, si on doit imaginer un bottom, si on doit imaginer un endroit où, au final, maximum de vendeurs se font piéger, tu vois? C'est vraiment, quand, tu entends que ça, que des messages catastrophistes, des prédictions de prix de Bitcoin à 12 000, d'Ethereum à 300. Tu dis que là, tu es sur un bon terreau pour faire un bottom, quoi. Ouais, c'est Donc au sûr. final, c'est limite un point positif, c'est un point, limite boule, qu'il y ait tout ça, hein. Tiens, d'ailleurs, petite question, effectivement, tu bosses plus ou moins avec Journal du Coin en ce moment? Comment ça se Bah, on passe? a on a mis en pause, pour cet été, bah, au vu aussi des conditions de marché, et des conditions de la DeFi parce qu'au final, tu vois, c'est comme, ce que je te disais avant, hein. Comme je faisais, bah, pour eux que des vidéos farming et tout, tu vois, c'est compliqué de faire des vidéos farming sur le Journal du Coin et puis, sur mon Twitter dire, «Bon les gars, gardez tout sur un cold wallet», Ouais, quoi. ouais, je comprends Donc parfaitement ta forcément, position. ça a Mm. été mis en pause, majoritairement pour ces raisons-là, quoi. Puis c'est vrai que entre les piratages et les insolvabilités qui vont faire des effets dominos, c'est vraiment touchy parce que suffit que tu fasses la com un peu trop agressive sur un produit Mmh. et que les gars se retrouvent insolvables, presque ce sera de ta faute et ce sera pas la leur, quoi. Bah, ouais, Donc c'est toujours comme tu ça, dois hein. faire Tu gaffe. peux exposer tous les risques, tu peux dire aux gens, bah, voilà, de toute façon, les gens sont au courant que, voilà, quand tu t'exposes à un smart contract,
si le smart contract se fait hacker, c'est toi qui as signé la transaction pour envoyer tes cryptos dessus, quoi. Mais après, c'est sûr que voilà, dès qu'il y a des problèmes de sécurité, c'est toujours plus facile de se rapatrier vers le créateur de contenu. Du coup, je vais enchaîner des questions. Aujourd'hui, on va parler DeFi, hein, tant qu'à faire. Donc, tu m'as dit que tu as passé beaucoup de temps sur la BSC. Est-ce que tu as des blockchains où vraiment tu as fait du profit, tu as kiffé, tu as des écosystèmes qui t'ont beaucoup marqué en dehors de la Binance Smart Chain? Bah, je pense sur la majorité des écosystèmes, j'ai fait du profit, mais quand même du profit modéré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais en début de hype et je repartais avant le pic, tu vois. Pour donner un ordre d'idée, je sais pas, à Phantom, je suis arrivé quand c'était à 60 centimes. Bah, forcément, tu es obligé de t'exposer pour rentrer dans des positions au token. Et puis, je suis sorti à 2,20, 2,30 alors qu'il est monté à 3, quasiment 4, je crois. Donc au final, sur tout, on va dire un peu tous les écosystèmes, j'ai pris du profit. Je pense là où ça a été le mieux. Bah, BNB, Binance Smart Chain, j'avais une grosse exposition BNB. Donc forcément, entre guillemets, sans faire exprès, j'ai pris toute la vague. Parce que tu faisais travailler ton BNB, tu restais sur un stable BNB, enfin un stable BNB, n'importe quoi. L'altcoin BNB que tu faisais travailler, parce que... Bah, BNB, en fait, ça a toujours été très intéressant juste de les laisser sur Binance pour participer au Launchpad, profiter du cashback et tout. Donc au final, là, tu as 100% exposition BNB, pas d'impermanent loss et tout. Non, sinon, Phantom, ça a été pas mal aussi. Hein. Phantom, ça a été pas mal. Le lancement de Maillard, il y avait... sur Elrond. Ouais, sur le premier jour, il y avait 10% à faire. Donc tu avais une exposition moitié Elrond, moitié USDC. Tu prends 10% sur une journée... C'était pas mal. Après, toujours un. Tu sais, tu vends un peu, tu prends des profits, tu récupères ta mise de départ, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Tu as tellement de plus-values non réalisées qui disparaissent après quand ça rebaisse. Même si tu es en gain, tu as toujours. Putain, j'aurais dû vendre un peu plus, mais bon. Bah, de toute façon, tu apprends. Et puis, bon, il y a des fois aussi, tenir des positions, c'est payant. Hein. Moi, c'est ce que je raconte toujours. Le Solana, je suis rentré à 3,20 $. J'ai fait mon trader dessus, donc il y a eu des gains, il y a eu des pertes à rentrer, sortir et tout. Au final, c'est un peu comme si j'avais brassé du vent, on se le dise. Je suis sorti en x10, en mode je sors autour de 30 et puis il va descendre en dessous de 20, je le ramasse et après ça repart. Et au final, il a rebondi au-dessus de 20, donc je suis pas rentré. Il est parti sans moi, il est monté à 200 et quelques, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu me faire un x70 sur le Solana. Sans acheter le bottom, tu vois. Donc, c'est toujours compliqué. Entre toi et tes convictions, c'était quand même difficile de se dire que malgré la force de, comment dire, Sam Bankman-Fried, Alameda Research, FTX et tout, moi, je me suis dit, putain, x100 sur une année, j'y crois pas. Et en fait, quand tu regardes l'analyse technique, c'est arrivé sur Phantom, c'est arrivé sur Polygon, c'est arrivé sur Solana, c'est arrivé sur Luna, c'est arrivé sur pas mal de trucs. Ça veut pas dire que ça peut arriver sur plein de jetons. Il y a quand même un facteur chance, hein, finalement. Parce que tu vois, Phantom, ils ont fait leur fois, je sais pas combien. Et puis dès que André Cronge il s'est cassé, ça a été la descente aux enfers. Hein. Ah non, mais c'était clairement des hypes, il y avait clairement une rotation des blockchains. Hein. Tout le monde en a parlé. Maintenant, tu as même des articles qui reviennent dessus. La rotation a été assez ordonnée, quoi. C'était pas tout le temps. À la fin, c'était un petit peu tout en même temps, mais c'était vraiment au début BSC, Polygon, Phantom, Avalanche, tu vois. C'était. Des EV M-Chain, hein, en fait. Hein. On se le dise. Hein. En fait, après, c'est pas. C'est très facilement explicable. Hein. À chaque fois, ils rebalancent du token, des grants, ils donnaient des billions de fantômes au protocole. Tous les protocoles venaient et redonnaient les fantômes aux utilisateurs. Donc, du coup, le rendement sur Phantom était plus gros que celui sur Polygon. Et puis après, quand toutes ces grandes se sont épuisées, bah, tu as Avalanche qui rajoute une couche. Et puis voilà, hein. De toute façon, c'était beaucoup de TVL mercenaires. Hein. Et puis moi, le premier, hein, je suffit de regarder mes vidéos pour le comprendre. Hein. Moi, j'ai toujours été j'ai toujours eu un biais un peu plus ETH maxi. Mais clairement, tous les autres écosystèmes, c'était pas spécialement pour le cœur que j'allais. C'était vraiment pour... Non, mais c'est clair. Non, mais clairement. Moi, mon portfolio aujourd'hui, faut pas se mentir. C'est peu d'ETH parce que y a ce que je crois et puis il y a là où je fais de l'argent, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. J'ai mis en surbrillance ce message. Ouais. Est-ce que toi, tu as profité de la hype OHM? Moi, j'ai jamais touché à ça. J'ai jamais touché à ça parce que je me suis dit qu'à tout moment, ça pouvait péter.
Et tu vois, contrairement à du Polygon, contrairement à du Phantom, où tu vois, j'avais un petit ressenti que la hype, ça montait et tout. En fait, ce truc, je me suis dit, à tout moment, ça peut me péter dans les mains. Dans la gueule. Donc, Et si j'ai t'en parles, ça va être une catastrophe donc aussi. j'ai jamais Parce mis un centime. J'en ai jamais parlé et jamais mis un centime dedans. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, c'est que toi, tu vas sur des écosystèmes, tu t'amuses et tu retraduis ça dans des vidéos, des tweets, etc. Et quand il y a des trucs que tu sens pas, t'y vas pas parce que même si ça peut marcher sur du court terme, tu peux perdre des sous et en plus de ça, niveau communauté, ça peut te revenir dans la gueule aussi, quoi. Ouais. Par contre, toi, tu as une petite expérience sur, Sur sur OHL, les forks, peut-être. bah, j'ai mis 2500 balles sur Rome et je les ai donnés au marché, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, T'as c'est Hodl, là, tu les as pas... encore? Ah oui, je les ai encore, bien Ouais. sûr. Ah oui, moi je crois en Rome, hein. Ça me fait rigoler. En fait, au top fin novembre, bah, comme à chaque top de marché de crypto-monnaie, c'est mon deuxième, hein, personnellement. Pas tu perds la valeur de l'argent, mais presque, hein, en réalité. Franchement, tu deviens complètement déconnecté et c'est très difficile de ne pas se considérer soi-même dans le déni. On en parlait tout à l'heure en off. Il y en a qui se sont fait secouer en mai 2021 sur le premier méga crash. Moi, j'ai choisi de rester ultra exposé et au final, ça a payé parce que c'est reparti. Au final, on aurait pu se prendre un bear beaucoup plus tôt. C'est juste que c'est reparti, quoi. Donc, les pas vendus, pas perdus, hodl, tout ça, faites gaffe avec ces phrases de loser parce que franchement, le but, c'est d'acheter à un point et de le revendre à un autre point et de prendre un profit au milieu. On s'en fout des hodl, diamond ends, etc. Ça c'est du pipeau, les gars. Faites des sous et puis c'est tout. Et pour revenir aux fondamentaux, bah effectivement, là tout à l'heure, on me posait des questions genre sur Starkware. On me parlait aussi, est-ce qu'on va retrouver les mêmes multiplicateurs? En fait, c'est des hypes. Moi, je pense qu'on est sur un marché. Encore une fois, c'est cyclique et c'est vachement drivé par les exchanges, par le marketing, les influenceurs, etc. On a tous notre part de responsabilité, mais c'est pareil sur les marchés financiers en réalité. Hein, c'est complètement pareil, là, avec beaucoup moins de volatilité, disons. En fait, il faut juste que tu aies plein de trucs intéressants à raconter sur un laps de temps très très court pour que les gens s'imaginent que cette fois c'est différent. En réalité, ça build tout le temps, il se passe tout le temps des trucs. C'est juste qu'il y a des timings comme celui-là. Là, imaginons, on sort, je sais pas moi, un vrai, je dis une bêtise, hein, un vrai Ethereum killer ou alors un protocole qui rajoute vraiment énormément de valeur à Ethereum ou à Bitcoin. Presque les gens s'en foutent. Parce que si tu n'as qu'un altcoin sur lequel faire des sous, bah au final, il y aura pas beaucoup de monde qui vont faire des sous. Alors qu'en bull run, en fait, tout le monde, vous remarquerez que tous les alts, ils pètent en même temps, tout est synchronisé, tout le monde gagne de l'argent. Donc, c'est drivé par des market makers, c'est drivé par la hype, par de l'analyse technique avec des prophéties autoréalisatrices. Et donc, forcément, tout le monde est un génie, tout le monde gagne de l'argent. Et là, qu'est-ce qui créerait cette hype-là? Bah là, si on devait sortir des thèses, côté DeFi, ce serait peut-être un protocole sustainable où c'est pas road to zero, je dirais. Un truc où ça tienne un peu plus la route. Et côté fondamentaux, bah, je sais pas, des layer 2 Ethereum qui rapportent vraiment de la valeur, un écosystème, une tokenomics sur Bitcoin par le biais de Lightning Network et Taro, ou peut-être bah, on crée plus de valeur que Bitcoin en tant que tel. Je dis pas que Bitcoin n'a pas de valeur, mais je regardais la vidéo de Crypto Million l'autre jour. Non, pas Crypto Million, Road to Million, où tu étais. Tu disais, moi, je préfère Ethereum parce qu'Ethereum, voilà, tu as la DeFi, il y a de la création de valeur, on fait travailler son argent sur Ethereum, alors que sur Bitcoin, bon, bah voilà, tu as Bitcoin. Et c'est de moins en moins vrai avec Lightning Network et Taro. Tu vois, je voulais te questionner d'ailleurs là-dessus. Est-ce que tu suis un petit peu? Est-ce que ça t'intéresse Bah non, en fait, j'ai pas du tout suivi. Du coup, j'ai fait une petite recherche tout à l'heure, mais après, ouais, pourquoi pas. Hein. Surtout qu'en plus, l'idée d'un stablecoin sur Bitcoin, je trouve ça très pertinent, tu vois, parce que c'est le Bitcoin maximaliste, il ne veut pas vendre ses Bitcoins. Du coup, bah, le fait qu'il puisse les collatéraliser, mais sur la chaîne native, parce qu'aujourd'hui, il peut le faire sur AAV et tout. Mais du coup, en fait, il perd toutes les caractéristiques de Bitcoin, quoi, mis à part son exposition au prix. Parce qu'il a du wrap Bitcoin centralisé. Tout ça. C'est donc, ça, smart contract, risque de piratage, intermédiation, c'est pas fou. Hein. Donc forcément, un maker DAO nativement sur Bitcoin,
Là, je pense que ça pourrait bien marcher. Ouais, parce que toi, au final, tu t'en tapes qu'il y ait des créations de jetons. Toi, ce que tu veux, c'est pouvoir placer un actif et le faire travailler. C'est ça? Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'après, le stablecoin, ils en font ce qu'ils veulent, ils peuvent s'en servir pour faire de l'effet de levier, ils peuvent peut-être même prêter le stablecoin pour du coup générer du rendement sur le stablecoin, donc générer du rendement sur leur collatéral en Bitcoin. Tu Hmm. vois, après, ça ouvre la possibilité à plein de trucs. Mais c'est sûr, mais après, les Bitcoin maxi, tu sais jamais. T'en as, ils vont dire que c'est de la merde, c'est pas ça. Bitcoin, ça doit être pur, pas y avoir de DeFi, rien du tout. Juste des solutions de scalabilité. Tu vois, t'en as, ils sont un petit peu plus ouverts à faire un peu de la DeFi ou NFT sur Bitcoin. Donc, potentiellement, peut-être la communauté Bitcoin mettra entre guillemets, des bâtons dans les roues à ces évolutions, quoi. Bah, ça dépendra desquels, hein. Si tu me diras, tu as des maxi Mhm. pro RGB, tu as des maxi qui considèrent que la quasi-totalité des layers to Bitcoin, c'est du caca. Tu as les maxi big blockers qui te disent que Segwit, Lightning Network, c'est pourri, tout devrait se passer sur Layer 1. En réalité, c'est un peu comme les loges maçonniques, hein, tu n'as pas les mêmes biais. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, pour rentrer un petit peu plus dans le personnage Crypto Farmer, est-ce Oula. que toi, avant les cryptos, tu t'intéressais un peu à la finance, la bourse, etc. Parce que tu as quand même l'air d'avoir des facilités par rapport à tout ça. Non, moi, je m'intéressais qu'au poker. D'accord. C'est le seul truc un peu financier que je connaissais parce que non, en vrai, quelques mois avant d'investir, j'ai commencé à investir dans tout ce qui était ETF, bourse et tout. Et en fait, j'attendais le fameux dip sur Bitcoin, le fameux Mhm. dip de 30-40% pour rentrer. Et je l'ai attendu longtemps parce qu'en fait, il est arrivé quand Bitcoin est passé de 20 000, il a touché la TH et ensuite il a retracé, tu vois. Mhm. Donc j'ai attendu ce dip-là pour rentrer. Mais non, sinon, j'avais pas spécialement. Après, je m'y intéressais, mais sans plus, quoi. Ok. Vraiment, je regardais les petites vidéos, Yann Darwin, tout ça, quoi. Mais j'ai plus jamais fait d'études par rapport à ça. Ça marche parce que, en fait, c'est juste que ça t'a passionné direct, quoi. T'es arrivé sur la Ouais. BSC, t'as vu tous ces trucs et tu t'es dit, bon, bah, il y a des sous à faire. On va y passer des nuits courtes et des nuits blanches et ça va rentrer tout seul, quoi. Ah, je me suis dit, j'ai des cryptos, il y a moyen de faire du rendement sur ces cryptos, let's go, hein. Il n'y a pas de. Stylé. C'est ça. Mais moi, c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce marché des crypto-monnaies. Là, je suis content. Pour une fois, on mélange un peu le fonda et le côté spéculation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. C'est qu'en fait, on est tellement drivé par le fait de faire du profit, de changer notre vie potentiellement, que ça nous pousse vraiment à nous arracher, quoi. On- ça- Alors que quand tu travailles, entre parenthèses, quand tu es dans le modèle du salariat, bon, voilà, que tu t'arraches ou pas, tu as peut-être une prime qui tombe, mais au final, c'est plutôt le boss qui ramasse. Alors Mhm. que dans le Web3, franchement, tu as vraiment moyen de t'arracher la tête en bon entrepreneur et faire de la caillasse si tu fais les choses correctement. Ouais, c'est ça, hein, quand tu farmais du Matic à 40 centimes et que tu l'as revendu à 2 dollars et que tu en farmais des dizaines par jour, tu vois, ça fait des petits rendements sympas, mais forcément, ouais, il y avait personne qui faisait tes devoirs pour toi, quoi. Potentiellement, tu avais des créateurs de contenu qui t'aidaient, qui te guidaient et tout, mais fallait faire le tri parce que tu avais aussi beaucoup de chillers, surtout en bull market. Enfin, en tant que créateur de contenu, je suis bien placé pour le dire, hein. En bull market, tu as des projets, tu fais 5000 vues, ils te payent quasiment 1 euro la vue, tu vois. Mhm, Mais par mhm, contre, bien c'est sûr. tu chies le projet NFT qui va rug, tu chies le fork de trucs où les développeurs, tu sais, qui vont se mettre 100K ou 200K dans la poche avec très peu d'utilisateurs. Tu vois, c'est ça. C'est vrai. Ouais, bah, c'est pour ça. Et il y a de ça aussi, hein. Il y a le côté aussi fiscalité. Fiscalité et, on va dire, flou dans la loi. À l'époque, en 2017, c'était la bulle ICO. Tout le monde pouvait lever des fonds très facilement. C'était dérégulé. Donc, à la limite, en cas d'arnaque, si c'est pas une arnaque avérée, que tu arrives un peu à maquiller le truc, je dis pas c'est ce que j'ai fait, ça m'a jamais traversé l'esprit, hein. Je vous dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des projets, qui Mhm. savaient très bien que ça irait très probablement nulle part. Mais si tu maquilles bien le truc, voilà, tu prends la caisse et tu te casses. Et Mhm. là, ça a été le cas avec les NFT finalement. En plus, l'avantage des NFT par rapport aux ICO, c'est que les ICO, c'est des coins fongibles. Donc, c'est d'une certaine façon des concurrents des monnaies banque centrale.
Tandis que les NFT, voilà, c'est des produits, quoi. Hein. C'est juste des produits virtuels. Donc, du coup, ça embête moins les gouvernements et il y en a beaucoup qui ont profité pour lever des fonds très facilement. Faire des Ouais. cash grabs. Parce qu'en réalité, dans le marché des NFT, il y a des trucs superbes. Moi, il y a des trucs que je prends avec énormément de sérieux et de respect. Je pense à Bored Ape, par exemple. Et je pense que quand ils ont créé Bored Ape, ils n'attendaient pas à tout ça. Force est de constater que ça a pris de la valeur et ils gèrent ça correctement. Mais à l'exception de quelques projets, c'est quasi exclusivement des cash grabs sous couvert de projets artistiques, communautaires, DAO, etc. Je sais pas si tu suis le gars sur Twitter en photo de profil, il a genre un petit, je crois, fantôme un peu blanc sur un fond noir. Ah, tu parles de Zach? Ouais, celui-là. Ouais, Zach, ouais. Ouais, il a mis en lumière plein de projets comme ça, ultra scammy. Vraiment, c'était lever des fonds pour lever des fonds. Hein. Il n'y avait aucun pro. Il y avait des vieilles photos derrière, des vieilles peintures. Ouais, voilà, exact. On parle de lui, alors n'hésitez pas à le suivre, je vous le mets dans le chat, j'essaierai d'y penser pour YouTube. Si j'oublie de le mettre en description YouTube, n'hésitez pas à me le rappeler. En fait, lui c'est intéressant, il s'est spécialisé dans ce qu'on appelle de l'analyse on-chain, en partenariat avec du Breadcrumb et sans doute d'autres entreprises spécialisées dans l'analyse on-chain. Et vous pouvez voir ici, il y a investigation.notion.site, et en fait, il a fait des threads Twitter complets sur... soit des VC, soit des projets, soit des personnalités. Et je pense, ouais, sur les personnalités, ça peut être sympa parce qu'au final, tu as plein de stars de rap américaines, mais vraiment des personnes ultra connues. Hein. Ouais, ou YouTubeurs, hein. Regarde, t'as Floyd Mayweather, je crois que c'est un boxeur. T'as Logan Paul qui est YouTuber aussi. Et c'est du propre, quoi. C'est du propre. À chaque fois, il dénonce avec preuve à l'appui les scams. Et souvent, en fait, c'est toujours pareil. C'est vous et votre conscience, pardon. C'est-à-dire que des fois, tu peux être en mode ouais, j'y comprends pas trop les cryptos, on m'a offert beaucoup d'argent, j'y vais. Mais l'argent magique, il n'existe pas en réalité. Si on t'offre énormément d'argent, c'est qu'il y a potentiellement une coquille derrière. Donc, il faut y réfléchir 2 fois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez prendre le temps de regarder un petit peu toutes les magouilles qui se sont faites de différents influenceurs et tout. Il y a tout. Et si vous voulez dénoncer une magouille, vous pouvez aussi le contacter, le DM. Et il sera un plaisir de réagir. Il fait ça toute la journée, en fait. Je pense que c'est devenu son taf et qu'il vit des donations. Et c'est cool, je trouve. Ah non, mais c'est sympa aussi de partager comme ça, on va dire, les côtés sombres de la crypto parce que au final, c'est des millions. Hein. Il y a quelques projets, ils ont levé des millions. Après, bon, tu as l'aide d'un rappeur américain avec 2-3 millions d'abonnés. Enfin, tu vois, des millions sur quelqu'un qui a des millions de followers. Tu vois, au final, c'est petit, surtout avec la notoriété qu'ils ont. Et ouais, je trouvais ça important d'en parler. Ouais, c'est bien d'en parler. Alors, je reprends un petit peu. Est-ce que tu as gratouillé le chat sinon? Ouais, j'ai t'inquiète. Pas mal. Après... Alors, si tu as des questions qui sont intéressantes dans le chat, tu me dis, je mets en surbrillance. Sinon, j'ai toujours des petites notes de mon côté. Bah, tu avais Petit Tommy qui a demandé, on peut lui demander où et comment il s'est formé. Donc, voilà, du coup, rien du tout d'institutionnel, rien du tout des études et tout. Vraiment, tout a été sur Internet. Au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que au moment où je suis rentré, il n'y avait pas tant que ça de contenu. Pas sur tous les sujets. Pas forcément... tu vois, tu te sers d'un nouveau wallet, tu as le tuto complet, le mec qui t'explique de A à Z comment le mettre en place, la ledger, la configurer, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est à un moment où sur quasiment toutes les plateformes, tout ce que tu as besoin, c'est trouvable gratuitement sur Internet. C'est plus une question de temps, en fait, hein, et de déchiffrage de l'information. Ouais. De toute façon, forcément, tu apprends une nouvelle compétence. Enfin, tu ne l'apprends pas en quelques heures, quoi. C'est des journées, voire des week-ends à passer dessus. Est-ce que tu as vu des petites questions encore qui t'intéressent? Sinon, moi, j'en ai. Mais le chat en prio. En fait, est-ce que tu as gratté un petit peu les écosystèmes Solana, Polkadot, Cosmos? Tout ce qui n'est pas VM Chain par défaut, en fait. Est-ce que tu as trouvé des trucs qui t'intéressaient pour faire du profit, de la DeFi? Solana, j'ai bien aimé. Parce que tu avais vraiment des protocoles qui sortaient un peu du lot ou des protocoles où ça existait déjà sur Ether, ça existait déjà sur BSC,
mais avec quelque chose en plus, tu vois, vraiment l'amélioration. Alors, je sais pas si c'était plus facile parce que c'est pas le même langage de code, mais par exemple, voilà, pour donner un exemple très concret, Francium, je sais pas si tu connais. Je connais pas. Ok, mais en fait, c'est un protocole qui fait du leveraging farming. Et tu vois, par exemple, sur un Alpaca, sur la BSC, tu peux pas ouvrir une position avec une double dette. Et du coup, Ouais. sur Francium, tu peux le faire. Donc, en fait, ça Ouais. te permet de rentrer sur des positions delta neutre beaucoup plus facilement. Puisqu'en fait, tu peux avoir une double dette et du coup, bah, tu équilibres la dette comme tu veux. Mhm. Là où sur Alpaca, si tu voulais faire une stratégie similaire, tu es obligé d'ouvrir une position longue, une position short pour équilibrer. Donc, tu vois, des petits trucs comme ça qui sont sympas. Après, par contre, mon expérience utilisateur de la blockchain Solana, elle est horrible, hein. Je pense que je l'ai utilisée que quand elle ne fonctionnait pas. Ah J'ai non. jamais eu de TX qui passait. mais voilà. Pour Polkadot, j'ai touché un petit peu à Moonriver, mais si je me souviens bien, hein, c'était il y a un petit bout de temps. Les finalités des transactions, la finalité des transactions, pardon, c'est 15 ou 20 secondes. Ah, tu vois, c'est horrible. L'expérience Ouais, bah utilisateur, c'est elle est comme horrible. Ethereum, hein. C'est une copie conforme d'Ethereum, je crois, Moonriver, Moonbeam. Hein. Du coup, c'est un petit peu horrible pour, entre guillemets, tu sais, les blockchains un peu low cost. En plus, voilà, Ouais. c'est pas comme si elle était congestionnée. Cosmos, je suis de loin, j'ai jamais spécialement touché. Ouais, bah il y a Parce EVMOS que... maintenant qui est une VM chain sur Cosmos avec une Mais API de fond sur le jeton. ils sont pas fait rect aussi avec le bridge. Peut-être. Tout leur J'ai pas fait stable et gaffe. tout leur Ether, je crois. Je suis pas au courant, j'ai pas suivi ça, j'avoue. J'avoue, si Parce vous le que je savez, le crois que chat, le bridge de Nomad, avec Nomad, ouais. c'était Moonbeam, Evmos et Covalent. En fait, Ok. qui utilisaient ce Covalent, bridge-là l'oracle. C'est un oracle, Il je me crois, semble Covalent, bien, non? ouais. Ouais, ils se sont fait rect les tokens de Gouv. Oh là là, quelle horreur. Ok, bah super. Ouais, donc du coup, ça fait mal. Emile Après, oui, Comeda, le layer tout de Cardano aussi, on nous dit. Ok, bah Mm. super. Au final, c'est pas la blockchain, hein, c'est les tokens qui sont bridgés, qui sont rect, quoi. C'est celui qui avait des stablecoins sur Evmos, qui maintenant il a des stablecoins sans collatéral, en fait, parce que le collatéral est sur Ether. Et il s'est fait siphonner, quoi. Donc, Bah, c'est pour ça qu'il faut IBC partout. Tu connais Interblockchain Communication Protocol ouais, c'est la tech de Cosmos, ça. de Cosmos, ouais. Mm. Ça règle ce problème en fait, hein, en partie. Hein. Ça simplifie grandement la circulation des capitaux au lieu de créer une copie. En gros, si vous voulez, le problème de fond pour les moins habitués aux cryptos qui nous écoutent, c'est que quand on veut bridger des fonds, par exemple, quand on émet des dollars sur une blockchain et qu'ensuite on veut avoir des dollars sur une autre blockchain, bah, si c'est émis par le créateur du stablecoin, c'est bon. C'est du vrai dollar blockchain, on va dire. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle des jetons wrappés. C'est une copie d'un jeton. Donc, comment ça se crée? En fait, vous bloquez les jetons sur une blockchain A, par exemple Ethereum, pour ensuite créer Souvent, une ouais. copie, un bon qui a un taux de conversion 1 pour 1 sur une blockchain B, par exemple EVMOS. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a une faille de sécurité d'un côté, en fait, ça fusille la valeur des deux côtés. Parce qu'on ne sait plus trop comment on redit wrapped, Capet. Il est pas mal mon anglais, effectivement. Mais du coup, voilà, c'est un peu chiant ces histoires de jetons wrappés, encapsulés. Il faudrait qu'on ait un standard de partout avec. Là, il y a Axelar qui permet ça, Layer 0, ce genre de truc. Mais Parce qu'au final, ceux qui vont contrôler les jetons bloqués, si par exemple sur Ethereum, soit en fait, tu as une solution centralisée où ça va être un multisig. Donc, ça a été le cas par exemple du bridge de. Je sais plus comment il s'appelle, d'Axi, ouais. Où en fait, ils ont pris suffisamment de clés pour signer la multisig. Soit tu as une solution à base de smart contract et tout. Et là, pareil, tu peux avoir des failles, tu peux avoir des bugs. Et c'est ce qui s'est passé avec Nomad. Et c'est ce qui s'est passé, il me semble, aussi avec celui de Solana, Wormbridge. Wormhole, ouais. Qu'ils ont renommé du coup, au Portal. final, de toute façon, il faut toujours rename après un petit hack comme ça. Toujours remettre une petite couche de peinture. Ouais, c'est ça. Il y a eu deux, trois questions sur Bifi parce que c'est une plateforme que j'ai beaucoup mentionnée sur ma chaîne.
Alors, je pense que la plateforme Bifi, de toute façon, elle est toujours top. Hein. Il n'y a jamais spécialement eu de problème avec les smart contracts. Ça fait toujours le taf. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Bifi, c'est tout simplement, je dépose 2 cryptos sur PancakeSwap. Je vais récolter du cake. Voilà, plutôt que de récolter du cake, j'ai envie de revendre le cake directement pour les 2 cryptos que j'ai posés en pool de liquidité. Voilà, Bifi, en fait, ça automatise tout ça. Après, forcément, il y a le jeton Bifi qui a fait une performance de ouf. En fait, surtout sur le lancement de Phantom. Et moi, j'avais parlé sur ma chaîne du stratégie pour mettre un petit levier dessus, pour profiter en fait du rendement de Bifi, d'un rendement d'un autre protocole, enfin du protocole où on pouvait emprunter du stable pour mettre l'effet de levier. Enfin bref, il y avait une belle stratégie à mettre en place. Mais en fait, il faut voir le token Bifi un petit peu comme un index du farming en général. Puisqu'en fait, comment tu es rémunéré avec le token Bifi, c'est des frais de performance. Donc, si tout va bien, il y a beaucoup de farming, il y a beaucoup de Ponzi, parce qu'au final, Bifi en tant que protocole, il s'en bat les couilles. Hein. Lui, il va tout proposer, parce qu'au final, ça va être à l'utilisateur de faire le tri, parce qu'au final, le Ponzi qui rapporte 3% par jour, tu vois, lui, il va prendre 4-5% de performance fee, et du coup, c'est bénéfique au protocole et au token holder. Mais voilà, forcément, ma thèse un petit peu sur le farming, hein, pas sur la DeFi, hein, pas sur la finance décentralisée, vraiment sur le farming, c'est que c'est, voilà, en ce moment, c'est un peu ultra bearish. Plus personne se fait piéger. En tout cas, les gens qui aujourd'hui sont dans la crypto, voilà, ça va pas être les gens qui vont acheter du token de gouvernance. Voilà, les gens qui aujourd'hui sont impliqués, qui regardent notre live, qui regardent mes vidéos, les 3000 restants sur les 20 000, c'est pas les personnes qui vont acheter le token XYZ qui vient de sortir. Et on sait tous que voilà, il a fait son pump initial et puis maintenant il va doucement descendre vers zéro. Donc forcément, comme il y a moins de farming, il y a moins ces rendements de ouf, forcément, le token de gouvernance qui profite de ce côté-là un peu ponziesque de la DeFi, il se casse la gueule aussi. Et moi, c'est pour ça que j'ai coupé toutes mes positions. En plus, comme c'était un token que j'avais beaucoup de chill sur ma chaîne YouTube et sur Twitter, la première partie de mes ventes, ça a été public. Pour un petit peu toujours être dans l'honnêteté face à mes abonnés, mais forcément, aujourd'hui, quand tu as une thèse un petit peu plus bearish sur tout ce qui est farming, forcément, tu n'as pas envie de holder ce token. Quoi. Ouais. Et après, si ça repart, pourquoi pas. Il faudrait une nouvelle logique qui semble sur le papier, encore une fois, sustainable, quoi. Où les gens prêtent et ils sont pas rémunérés dans un truc qui va partir à zéro. Alors, après, ce qui est toujours compliqué, c'est un débat philosophique que je vais lancer là. C'est que tout à l'heure, il y avait un message dans le chat qui est comment ça se fait qu'il y a autant de joueurs de poker qui se retrouvent en crypto. En fait, c'est juste que ce soit crypto, poker, trading, la logique, elle est simple. C'est que si tu gagnes de l'argent, tu prends l'argent de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ça, c'est important de le saisir. Et c'est quelque chose qui est dur à avaler, surtout pour un passionné de crypto, parce que toi, tu es dans ta tête, tu es en mode non, mais la capitalisation, elle monte, en fait, on crée de la valeur. C'est vrai et c'est pas vrai. On crée des super protocoles, on dump le fiat un peu pour l'injecter sur le marché des crypto-monnaies, mais toutes les capitalisations sont complètement bidons. Ça, il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire que, par exemple, je dis une bêtise, je crée 1 million de jetons. Moi, je crée 1 million de jetons, le Capet Coin, et je le vends 1 euro à monsieur Farmer en face de moi. Suffit qu'il me fasse un achat, et puis en fait, si mon jeton a été acheté une fois 1 euro et qu'il y en a 1 million, j'ai créé une capitalisation de 100 millions avec une seule transaction. C'est vraiment bête et méchant. C'est très vulgairement expliqué, mais c'est ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'altcoins puants qui fonctionnent comme ça. Il y a bien entendu énormément d'altcoins où il y a de l'offre et de la demande, il y a des market makers. Le rôle d'un market maker, c'est quoi, pour rappel? C'est justement de créer de l'offre et de la demande pour que dès que quelqu'un achète ou vend, ça ne parte pas le prix fait x10, pour avoir un prix qui évolue de manière saine. Pareil, on a besoin de market maker en cas de panique, parce que si tout le monde veut vendre mais qu'il n'y a pas de liquidité en face, le prix va à zéro en fait. Et le market making n'a pas existé avec les crypto-monnaies. Hein. Les banques centrales fonctionnent avec des market makers. En bourse, ça existe aussi.
Et c'est juste qu'on a tellement de crypto-monnaies que les market makers ne peuvent pas être partout. Surtout que ces cryptos, elles peuvent être listées sur différents exchanges. Donc, il peut y avoir un arbitrage. Mais quand ça dévisse trop fort, ça dévisse trop fort. C'est ce qui s'est passé avec l'UST en réalité. Même si c'était backé par rien, moi, j'avais pris le pari que ça allait pas dépeg. Toi, tu me l'as dit dès le début, ça va dépeg. Tu as eu raison. Bien joué à toi, encore une fois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'UST, le market making, l'arbitrage on-chain, ça suivait pas. La pression vendeuse, les shorts étaient trop forts. Donc, ça a dévissé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc, il faut bien comprendre ces notions de liquidité et bien comprendre, encore une fois, que si vous faites de l'argent sur les marchés, vous le prenez à quelqu'un d'autre. Si vous vendez, c'est que quelqu'un achète en face. Que ce soit un bot ou un humain, derrière le bot, c'est un être humain à l'arrivée. Donc, voilà. Non, mais tu as totalement raison. Et du coup, si tu vendais le token de gouvernance que tu as farmé, tu le vends 5 $, c'est-à-dire que quelqu'un te l'a acheté 5 $, quoi. Ouais. Pour résumer un petit peu, pour conclure sur la conversation qu'on a eue avant, quoi. Ouais, et surtout, jeton de gouvernance, la vraie question honnête, c'est qui gouverne, quoi. Qui a envie de s'impliquer dans la gouvernance d'un protocole? Alors, sur des exceptions, je pense à AV Curve, j'ai cru comprendre que c'était vraiment du solide et qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de s'investir dans le temps sur ces protocoles-là. Mais sinon, sur la quasi-totalité des protocoles DeFi, je pense que les jetons de gouvernance, c'était juste histoire de dire, quoi. Non, mais t'en as qui sont intéressants. Tu vois, t'en as comme Bifi qui avait vraiment une valeur, mais après, c'est pas parce qu'ils ont de la valeur aujourd'hui, tu vois, c'est qu'ils vont en avoir demain. Et du coup, il y a une question très intéressante, je pense, on pourra en parler un petit peu. C'est Julien qui met, du coup, qui a pris mon argent sur l'UST que j'ai perdu. Moi, j'ai ma petite idée. Vas-y, je te laisse répondre. Moi, j'ai ma petite idée, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui a gagné parce qu'en fait, l'UST, en fait, il y avait rien qui le baquait. C'était vraiment du vent. En fait, c'était, alors certes, tu avais 10 000 UST, tu voyais que c'était 10 000 $. Mais en fait, 10 000 UST, à la base, c'était vraiment rien, quoi. Ça a été créé de toutes parts grâce à un mécanisme avec un token qui a été pré-mint et vendu des centimes et après, qui est très vite monté à 100 balles. Donc au final, alors oui, tu as quand même quelques personnes qui ont gagné de l'argent. Mais au final, après, ceux qui sont rentrés... là, je me perds un peu dans mon explication, mais vas-y, j'écoute la tienne du coup. Vas-y, il n'y a pas de souci. Non, mais alors, je vais aller un petit peu plus loin. Alors déjà, les premiers gagnants, c'est ceux qui sont sortis avant l'effondrement. Voilà. Qui ont eu... Parce qu'il y avait quand même un peu de liquidité. Voilà, parce qu'il y a eu quand même de la création de valeur. Du moins, il y a eu de la DeFi, il y a eu plein de trucs. Il y a eu des gens qui se sont gavés sur Luna, qui ont su sortir à temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est forcément les gens qui, sur les exchanges, ont shorté le Luna ou l'UST. Ceux qui ont shorté et qui ne se sont pas fait squeeze, ils se sont gavés. Parce que quand le Luna, il a fait road to zero, il a bounce après. L'ancien Luna, je parle du Luna classique. Je connais des gens vraiment qui se sont gavés, mais de fou. De fou. Mais c'était ballsy, quoi, parce que sur une magouille de market maker en face, tu te fais squeeze assez facilement. Mais la finalité, là où je te rejoins, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a eu destruction de valeur, c'est que en fait, la capitalisation, elle s'est effondrée, elle s'est contractée. Enfin, elle s'est contractée puis effondrée, parce qu'aujourd'hui, la capitalisation, elle est quasi nulle. Donc, il y a eu des gagnants, mais il y a eu beaucoup de perdants. Tu vois, c'est un peu comme la théorie du complot. Le Covid, ça enrichit, par exemple, Big Pharma. Oui, il y a eu des gagnants, mais il y a eu beaucoup de perdants avec le Covid. Tu vois, c'est un peu le même délire. C'est ce qui effraie tous les économistes, les banquiers centraux, les gouvernements, etc. C'est que quand tu détruis la valeur, ça fait chier quasiment tout le monde. Ouais, non, mais de toute façon, après, ça a fait un petit effet boule de neige et c'est ce qui a amené, la chute aux enfers. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot, franchement, c'était un cauchemar. Bitcoin sous 20K. Après, moi, je pense qu'on n'y retournera pas. Personnellement, je pense qu'on n'y retournera pas. Je pense naïvement aussi, mais cette naïveté, parfois, me fait peur. Maintenant, il faut avoir des convictions dans l'investissement. Moi, j'ai choisi de rester exposé. Mais la naïveté, disons que la naïveté, je préfère l'avoir en bear, en mode bon les gars, on est les derniers survivants, que la naïveté que j'ai eue fin novembre 2021 par exemple. Ouais.
Là, par exemple, on était Ouais, parce complètement qu'au final, déconnectés. le Bitcoin que tu l'achètes à 15 000 ou 25, quand il sera à 80 000, Hmm. forcément, ça fait une grosse différence, mais pas si énorme que ça. Mais par contre, si tu oublies de le vendre à 80 000 et qu'après, il retombe, tu vois, À 30, ouais. Ouais. c'est ça qui Alors, est le plus dur, hein. petite précision, il faut savoir que lui, il est convaincu qu'on va y aller au 100K, moi aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. Écoutez-nous bien, nous, on n'est pas devins, on a des convictions. Encore une fois, si ça se trouve, on a eu le top de marché historique de l'histoire des crypto-monnaies. Et à partir de maintenant, on va tous se faire casser les genoux, hein. Ça, Alors, c'est un peut-être sur scénario. Bitcoin, mais pas sur Ether. Ouais. Non, non, mais la finalité, c'est la même. C'est que ça Mm. se trouve, on est dans le déni parce que ça fait 13 ans de marché avec Bitcoin et que pour nous, c'est différent et ça va continuer de monter. Mais si ça se trouve pas, faut en Ouais. être conscient aussi, hein. Mais au final, c'est la même réflexion que, et puis même moi aussi, je l'ai pensé pendant le bull, hein. C'est est-ce qu'on n'est pas sur un super cycle où au final, ces histoires de volatilité, de Bitcoin moins 70%, est-ce que c'est pas fini, quoi? Hmm. Et on a eu les mêmes réflexions en bull, et là, on a aujourd'hui des réflexions. On peut se demander est-ce que ça n'a pas été un top, et est-ce que le prochain bull run ne sera pas dans 10, 20 ans et Ouais. on arrêtera ces cycles de 4 ans? Tu vois, on se pose ces questions en beer, on se pose d'autres questions en bull, et puis je pense que c'est entre guillemets normal, hein. Maréchal Marek dans le chat. Non, mais c'est vrai. Pour la petite histoire, je la raconte à chaque fois. Solana Breakpoint, en novembre, on a fait une semaine de malade. Vraiment, c'est énorme, quoi. Les majordomes qui viennent vers toi. Vous voulez manger, vous voulez boire, machin. Alcool illimité, soirée de fou, DJ, machin. Solana, plus de 200 balles. Tous les alts qui partent dans tous les sens. On était vraiment complètement déconnectés. Et franchement, on l'a bien cherché, ce petit cassage de genoux là qu'on se prend depuis Non, il était mérité. quelques mois. On l'a bien mérité, franchement. Et on en verra d'autres, hein. On s'en souviendra et dans la prochaine euphorie, on s'en souviendra et on se dira ah mais cette fois c'est différent. Méfiez-vous vraiment du cette fois c'est différent. C'est la toxicité absolue. Moi j'avais tweeté un petit peu avant même avant le crash. C'était vraiment avant le crash. Je disais, on est sûrement parti pour un beer et le bull il recommencera seulement quand l'UST se sera cassé la guele, Tomb, je sais pas si tu connais Tomb Finance, Tomb se sera Finance, cassé la gueule, et Stepen. Et tu Ouais. vois, aujourd'hui, les trois sont. Tu vois, les trois checkmarks sont Ouais. là. Donc voilà, pour moi, et c'est ça aussi qui me donne un biais quand même assez bullish aujourd'hui, c'est que voilà, il y a vraiment de la merde, hein. Il y a Les eu gars du qui achètent nettoyage. des chaussures à 1500 balles. Moi, j'ai même une petite anecdote, hein, je vais pas balancer de nom, mais je connais même un influenceur. On lui a donné une paire de chaussures et parce Ouais. qu'en fait, il a payé pour l'améliorer, aujourd'hui, il est perdant. Alors qu'on lui a donné une paire de chaussures. Ah, dommage. Ah, c'est jolie histoire, c'est marrant. C'est Ouais, marrant. tu vois, pour te dire. Donc, C'est marrant. Mais après, j'ai bien kiffé le concept Stepen en mode concept. Tu vois. Niveau spéculation, c'est autre chose. Moi, j'y ai pas participé. J'ai failli le faire en mode je teste. Tu vois, c'est un peu comme les forks OHM. J'ai perdu des sous, mais c'était histoire de ouais, non, tester. mais si tu mets une somme dérisoire Ali- par rapport à ton portefeuille total, il n'y a pas de. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté? On est déjà à 1 heure, hein. Je voulais te demander, est-ce que tu fais un petit peu de tests sur des testnets de différents layer 2 type zkSync, Starknet, etc. sur les testnets d'Ethereum en vue de ce qui pourrait sortir après en mainnet plus tard? Alors, je t'avoue que je le fais pas, et c'est vraiment parce que je suis feignant, c'est vraiment parce que c'est l'été. J'ai le même problème. Mais 100% septembre, je le fais parce que vraiment, déjà, il y a le côté tech où tu es probablement sur quelque chose un petit peu révolutionnaire, quoi. Un peu mieux que juste je copie-colle la blockchain d'Ethereum, je fais des gros blocs, je les fais moins vite, la blockchain elle sera obsolète dans 2 ans et puis c'est pas grave, on peut farm up mon écosystème. Là, on est vraiment sur les zéro knowledge et tout, on est vraiment sur une avancée technologique, quoi. Même si voilà, je suis très mal placé pour en parler puisque je suis pas du tout dev, mais de ce que les gros devs, voilà, il y a un moment, il faut juste écouter les gens qui savent. Je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre avec ça. Et du coup, ouais, non, je suis vraiment très feignant par rapport à ça. Mais surtout, en plus, voilà, c'était ça le point que je voulais dire. Tu as ce côté tester en avant-première un nouveau produit. Et puis, tu as aussi ce côté un petit peu spéculatif. Pourquoi pas un petit airdrop, des petites whitelists, je sais pas, pour pouvoir participer à une ICO. Il y a toujours des trucs.
Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur Aptos, un beau thread en plus d'un gars qui n'avait pas beaucoup d'abonnés sur Twitter. Un beau thread, voilà, comment créer le wallet sur le testnet, comment participer à ça. Je vous conseille de faire un swap comme ça, un swap comme ça, tu vois. Et ça potentiellement, dès septembre, j'aimerais bien en faire des vidéos. Un petit peu comme j'ai pu chill Paraswap au tout début de ma chaîne YouTube. J'en avais fait 2 vidéos, vraiment 2 vidéos dédiées. Les gars utilisés Paraswap, c'est 100% va y avoir un airdrop. Et puis ça, vraiment, hein, ça, sans faire d'hyperbole, hein, ça a vraiment changé des vies. Hein. Moi, je connais des gars qui avaient 2-3 000 de net worth. Ils ont touché un airdrop et demi, tu vois. Ils ont touché 15 000 balles. Et ils avaient 3 000 de net worth. Ils avaient 1500 dans les cryptos. Et puis d'un coup, tu vois, quelqu'un qui a 3 000 de net worth qui touche 15 000. C'est magnifique. Insane. Hein. Insane. Mais moi, je kiffe aussi le marché pour ça. Hein. Franchement... quand tu reçois des messages et tu as des histoires comme ça, mais les gens, ils te déroulent leur vie, en fait, parce qu'en fait, ils veulent que tu comprennes à quel point, bah, tu vois, le double airdrop de 2 fois 10 000, en fait, ça peut changer des trucs. Donc forcément, c'est pour ça que dès septembre, quand je me remettrai à 100%, j'ai envie de faire des vidéos. Bon, allez, les gars. Yes. Prenez 20 minutes de votre temps, suivez-moi, on va le faire en live, on va le faire ensemble. On installe notre petit wallet Starknet, on installe notre petit wallet Aptos, on installe notre petit wallet truc testnet, on fait nos trucs. Peut-être on touchera 50 balles, peut-être on touchera 5000 balles. Peut-être on aura juste testé gratos. Et comme ça, on aura une longueur d'avance quand les protocoles vont vraiment sortir. Dans tous les cas, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, quoi. Yes. Bah, en fait, là, moi, ce que je vais faire dans les prochaines semaines et tout, je tease un peu pour ceux qui nous écoutent. Bon, on va avoir pas mal de tutos écrits, voire même vidéos. Il faut voir tout ce qui est montage de nœuds sur les Layer 1 à succès en devenir. Donc, sans doute Aptos, Sui, on a fait Massa. Il y aura d'autres trucs. Tu peux même monter un nœud Starknet d'ailleurs. Il y a des tutos pour ça. Des tutos aussi, se brancher au testnet ou autre pour tester les différents Layer 2, en sachant que tu as le wallet Argent X, par exemple, qui est le wallet un peu dédié à tous les Layer 2 d'Ethereum, qui a d'ailleurs eu un fork qui s'appelle Bravos, je crois. Je sais pas si Bravos ne fonctionne que avec Starknet ou pas, mais en tout cas, voilà, tu as des wallets qui commencent à prendre des formes, et le but, c'est de faire des tutos. Alors, c'est toujours pareil, les airdrops, il n'y a rien de sûr du tout. Si airdrop, tant mieux, mais farmez pas comme des zouaves en mode il va y avoir airdrop parce que vous risquez de tomber de haut, quoi. Si vous le faites, voilà, c'est du bonus et rien d'autre, parce qu'il y a eu la méta airdrop, mais le problème de la méta airdrop, et on en a parlé avec Abdel dans une autre émission, c'est qu'en fait, si tu crées un jeton et que tout le monde a son airdrop, dès qu'il tombe dans le portefeuille, il y en a plein qui vendent, c'est road to zero. Et en fait, tu peux avoir un superbe produit. Si ton jeton il fait moins 95%, tout le monde va te chier dessus et au final, la tech, ils en auront rien à secouer, quoi. Ouais, donc, faut s'en méfier. Faut vraiment s'en méfier comme la peste. Je pense que cette méta airdrop, elle est vouée à disparaître. Ou du moins, il y aurait des airdrops, mais que pour des élites qui se sont investis vraiment en mode gestion de nœuds, test des mainnets, testnet et tout, faire des reporting, gestion de DAO, des trucs, presque un travail en fait. Mais pas j'arrive, je fais 3 transactions, je me cache, je suis éligible. Je pense que ça va être fini. Non, et puis je pense surtout s'il y a encore des gros airdrops qui vont tomber, ça va être un peu comme les airdrops de Paraswap avec des règles tellement serrées où en fait tu vas même enlever des vrais users. Moi personnellement, j'ai jamais touché l'airdrop parce que j'ai fait la connerie d'échanger des cryptos entre mes adresses. Et du coup, en fait, si tu avais communiqué avec un certain nombre d'adresses, tu pouvais plus le toucher, tu vois. Mais du coup, oui, je pense qu'il y aura toujours des airdrops, mais ils seront en fait vraiment très sélectifs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les farmer. En fait, il faut les farmer avec ton wallet. Faut vraiment être honnête. Et je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui de gagner maximum. Parce qu'au final, à quoi ça va te servir de faire 5 wallets? T'as un mec à côté, il va botter et il en aura fait 5000. C'est ça, exactement. Donc il faut passer outre. Et puis on a vu, en fait, le truc, c'est que tu as des momentum. C'est comme, vous voyez, sur ce bull run crypto, on a eu tous les Ethereum killers. Bon, ça, on se les tape à chaque bull run. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu la méta NFT. Donc au début, juste
t'investissais dans des NFT, tout le monde était hype, il y avait des sous à faire, jusqu'à que ça se calme. Après, il y a eu la Meta Whitelist, où il fallait se la donner sur des Discord, des trucs comme ça. T'as fait ça un petit peu ou... Pas du tout. Mais j'ai des collègues qui ont vraiment fait un x100 sur le bull run. Ils m'ont... Tu sais, ça part avec 5000 balles fin 2020, ça termine l'année à un demi-million d'euros. Et c'est grave, quoi. Je dis pas que c'est arrivé à beaucoup de monde, mais c'est arrivé au moins à un contact, donc c'est assez fou. Il y a eu la méta fork OHM aussi. Voilà, c'est des nouveaux momentum. Donc en fait, la seule façon d'y arriver, c'est d'être early et tester plein de trucs, quoi. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de le comprendre et de l'expliquer, il est presque déjà trop tard, en fait. Donc il y a un facteur chance de fou, hein, prise de risque, chance, qui est énorme. Carrément. Bon. En tout cas, j'ai vraiment kiffé cette émission. Franchement, on a parlé plein de trucs. Toi, est-ce que tu as des protocoles que tu as en mire ou pas pour, justement, j'allais t'en parler un petit peu. Tu parlais pas mal de sustainability. La capacité, voilà, par exemple, de donner du yield sur le long terme de manière sans distribuer du token de gouvernance où vraiment tu croises les doigts pour que quelqu'un te l'achète parce que sinon tu fais pas de yield. Et je pense qu'il y a 2 protocoles, un que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne, un que j'ai pas mentionné sur ma chaîne. Alors moi j'appelle ça un peu les AMM 2.0, hein, c'est vraiment moi qui les ai nommés comme ça. Autoproclamé, ouais. Ouais, c'est exactement. Et j'ai parlé un peu de l'Infinity parce que je connais l'autre, on va dire que c'est à peu près le même système parce que c'est un peu le même système et il est sur Polygon, donc c'est Swap, SWAAP. Et là, celui sur Solana, c'est l'Infinity, comme ça se prononce. Ouais, alors l'Infinity, ça me dit quelque chose. Je montre ça tout de suite. Donc c'est l'Infinity Protocol. Ouais, et en fait, l'avantage qu'ils vont avoir par rapport à l'avantage qu'ils vont avoir par rapport à Uniswap, un PancakeSwap, c'est qu'en fait, ils vont pas avoir besoin de donner de leur token de gouvernance. Parce qu'en fait, pourquoi PancakeSwap, ils vont distribuer plein de tokens? Parce que sinon, en fait, si tu es market maker, liquidity provider, tu vas te faire bouffer par l'impermanent loss, quoi. En fait, oui, tu vas collecter des fees, mais à côté de ça, tu as des arbitragistes qui vont te niquer et tu vas avoir de l'impermanent loss. Et du coup, en fait, là où l'Infinity règle entre guillemets ce problème et qu'il n'a pas besoin d'en fait diluer sa supply de tokens de gouvernance, c'est que grâce à Solana, grâce à l'Oracle, en fait, il va avoir le feed du prix avant, en fait, au début du bloc. Donc, en fait, plutôt que ce soit un arbitragiste qui équilibre la pool, en fait, va y avoir un algorithme de market making qui va lui-même arbitrer sa pool. Et du coup, en fait, tu n'as plus d'impermanent loss, voire même, alors ça dépend un peu des pools, tu as des pools qui fonctionnent mieux que d'autres, voire même, tu peux même avoir des gains grâce à cet algo de market making. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a du trading, il y a des gens qui échangent des crypto-monnaies. Donc, en étant liquidity provider, tu récupères les fees. Ça marche. Et du coup, au final, ça, c'est pas mal parce qu'au final, c'est l'un des... Tu as vraiment une... Comment dire? Tu as vraiment une création de valeur, quoi. C'est vraiment... C'est pas du yield qui vient de nulle part. C'est du yield qui provient des fees de trading et d'un algo de market making, tu vois. C'est pas je collecte les tokens de Peta ou Schnock et je les revends parce qu'il y a un idiot qui me les achète, là. Tu m'as parlé de Swap avec 2 A, c'est Swap Finance? C'est ça? Il me semble bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, eux, ils font exactement la même chose sur Polygon, il me semble. J'ai eu les devs en visio. Apparemment, du coup, avec l'Oracle, c'est un petit peu plus compliqué de mettre ça en place. Je crois que tu as Julien Bouteloup qui est rentré en seed sur ce projet. Ok. Donc, ça donne un petit peu de... Ouais, donc Oracle Base, c'est Chainlink. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, sur l'Infinity, l'Oracle, c'est Pit. D'ailleurs, c'est des Français. Pas que des Français, mais il y a des Français qui s'occupent de Pit. On devait faire un article dessus, ça s'est pas fait. Parce que je les ai pas recontactés après le breakpoint. On était sur le sujet. Mais ce serait bien qu'on en parle de cette concurrence des oracles. Je rappelle ce que c'est un oracle, hein. Un oracle, c'est une source d'information extérieure à la blockchain qui fournit des informations comme des prix en temps réel, température, ce que vous voulez, pour les nourrir, enfin les mettre sur la blockchain. Comme ça, un smart contract peut servir cette information de façon automatisée et si possible, une information qui est, qui est bonne. Parce que si l'information elle est pas bonne ou elle est partiellement pas bonne, ça peut créer un vrai bordel.
C'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Ouais, Il non, y a mais des oui, hein. moments où ça dévisse et en fait, ça crée des catastrophes sur des protocoles DeFi. Potentiellement, quelqu'un qui identifie la faille parce qu'un oracle a mal fonctionné peut carrément vider un protocole de sa Et- valeur. Est-ce que ça serait pas sur Compound où avant ils avaient leur oracle natif, où ils se sont fait comme ça vider quelques positions parce que justement quelqu'un avait joué sur l'oracle. En fait, je crois que je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, hein. Mais il me semble que du coup l'oracle prenait quasiment que le prix d'Uniswap. Même il prenait que le prix d'Uniswap. Et du coup, t'en as, ils ont cassé le prix de l'Ether sur Uniswap sur un bloc ou 2 blocs pour ensuite, tu vois, pouvoir exploiter d'une certaine manière Compound. Bah, Ah, moi, c'était MakerDAO. c'était pas sur Compound ou Maker. J'ai vu une histoire similaire. Alors, c'est quand l'UST il avait des pegs. On a un rédacteur qui est aussi un petit influenceur Twitter qui s'appelle Earboz, qui fait beaucoup de DeFi, qui avait expliqué que quand l'UST il a des pegs, le prix de l'UST c'était pas le même partout et que tu avais un protocole qui était pas du tout à jour dessus et avec Vénus. de l'arbitrage. Lui, il a été gentil, il les a contactés en mode ouais les gars, vous avez un problème. S'il avait fermé sa gueule, il aurait pu leur siffler des centaines de milliers. Ouais, Et au parce qu'en final, fait, il a voulu être sympa. le prix de l'UST sur ce protocole de lending sur la BSC, on va dire les termes, hein. C'est Venus Protocol, hein, surtout n'y mettez pas de Ouais. fond. Parce que c'est pas la première fois qu'ils sont exploités. En fait, ils avaient hard-codé le prix de l'UST à $1. $1, il me semble. Oh, ok. Et du coup, en fait, quand l'UST il valait 5 centimes, enfin peut-être même moins, hein, même déjà 70 centimes sur Binance, en fait, tu avais de l'UST à genre 70 centimes et tu pouvais emprunter, je dis des chiffres au pif, hein, j'ai pas été regardé, mais tu pouvais emprunter pour 80%, tu vois. Donc tu pouvais emprunter sur $100, donc t'achetais entre guillemets $70 d'UST, qui sur Venus valait $100, donc tu pouvais emprunter 80. Ouais. Donc, bah, en Et fait, tu faisais comme une ça, tu boucle pouvais. Ouais, c'est ça. et le vider. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Mais ça, faut être attentif à ces histoires d'oracle. Le prix dans l'écosystème crypto, le prix affiché, il est fourni par un oracle. Donc, il y a des possibilités d'arbitrage à jouer, mais il faut bien comprendre. Faut bien comprendre. Et il y a des risques, hein, bien entendu. Ça peut aussi se retourner contre vous si vous avez mal fait votre calcul. Donc, faites attention à ça. Ah, apparemment, j'ai dit un peu de la merde. C'est pas eux qui ont hardcodé l'UST à $1, c'est Chainlink qui avait fixé des bornes basses. Bon. Comme quoi. L'idée Mais est là, en tout cas. l'idée à la fin, c'est ça. Et c'était Super. aussi sur... Ah, du coup, non, alors, il me semble bien qu'il y avait quand même un protocole de lending qui l'avait hardcodé à $1. Et du coup, c'est peut-être un protocole sur une autre blockchain. Il s'en est passé. Il s'en est passé. Franchement, tous les écosystèmes pas très capitalisés, pas très connus, un peu bancal, qui avec se lancent. de l'UST dessus. C'était... Finito pipo. Bah écoute, moi je te propose qu'on clôture très rapidement. Parce que franchement, on a fait une émission, on a parlé de plein de trucs. J'ai trouvé ça trop stylé. Je pense que la rediff, elle va être superbe. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin, des choses à surveiller, des choses à faire pour se former dans la DeFi Ok. Bah écoute, déjà pour se former sur la DeFi, je pense vraiment YouTube, ça va être le top. Twitter aussi, hein, vous pouvez trouver vraiment des bons gars sur tout ce qui est DeFi qui vont faire des beaux threads. Après, moi, je sais que personnellement, je préfère le format vidéo pour m'instruire plutôt que le format écrit. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis au final, ce qui est pas mal avec la DeFi, c'est que tu fasses des tests avec $10 ou que tu envoies une grosse brique de 100K, tu vas utiliser le protocole exactement de la même manière. Si tu utilises un AAV sur Polygon, que tu mettes $10 en collatéral ou $100 000 en collatéral, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc au final, ça coûte pas très cher de tester sur des blockchains un petit peu plus low cost. Là, même si vous n'avez jamais utilisé la DeFi, hop, vous créez votre MetaMask, vous vous demandez comment aller sur Chainlist pour mettre la blockchain, comment signer une transaction et tout. Et comme ça, vous pouvez faire jouer avec 5-10 $. Et en fait, ce sera exactement les mêmes manipulations que si vous le faites avec des plus grosses sommes. Évidemment, le hardware wallet. Ça, je pense, surtout en plus aujourd'hui avec ce qui s'est passé sur Solana. Vraiment, le hardware wallet, c'est indispensable.
bien évidemment, si vous faites le petit test avec 5 $, vous embêtez pas à les sécuriser, quoi. Ou alors, c'est si vous voulez vous entraîner à vous servir du hardware wallet, voir si tout fonctionne bien. Mais à partir de 150, 200 $, à partir du moment où ça représente 2-3 fois le prix du hardware wallet, c'est Bah, du moins, indispensable. une bonne partie des fonds, parce que vous n'êtes pas obligé de vous Ouais, amuser avec tout votre pognon, vous pouvez en protéger une exact. partie, c'est vrai. En fait, ce qu'il y a de chiant, c'est de le faire une première fois. Une fois que vous avez le coup, bon bah voilà, on dégaine le Ledger ou le Trésor ou peu importe et on n'en parle plus. Je suis d'accord. D'ailleurs, on en parlait en off, moi je suis très mauvais élève là-dessus, mais j'ai d'autres process de sécurité. Si je peux rajouter une petite couche de sécurité, effectivement, on peut avancer avec 100 balles ou 150 balles et pas forcément mettre des 10 000 balles sur des protocoles pour les tester. Mais si vous voulez éviter les problèmes, bon, bah, hardware wallet, c'est sûr, mais si vous n'avez pas d'hardware wallet et que vous êtes un petit peu impatient, faites des wallets burner. C'est-à-dire que vous créez un wallet exprès pour les tests, vous envoyez les fonds sur ce wallet. Comme ça, c'est ce wallet qui aura qu'une petite partie de votre pognon qui va interagir avec les smart contracts. Comme ça, en cas de piratage, c'est lui qui saute. C'est pas tout le portfolio. Parce que si vous mettez, encore une fois, 1% de votre capital sur un protocole et que ce protocole se fait pirater, potentiellement, c'est tout le wallet qui se fait vider. Donc, faites des burners, utilisez des outils de stockage en local ou en ligne, comme ça vous arrange pour les différentes seed phrases. En local, vous pouvez utiliser KeePass. Donc, ce sera un fichier que vous devez copier sur une clé ou autre, éviter sur un cloud du coup. Et si vous êtes plutôt feignant et que vous croyez au cloud, bah, y a des bonnes solutions chez Dashlane, Bitwarden ou OnePassword. Solutions payantes, mais c'est pas grand-chose. Vaut mieux payer les 40 balles à l'année et passer par ces trucs qui fonctionnent sur tous vos PC, tous vos mobiles, plutôt que y aller un petit peu à la zub avec les mots de passe et vous retrouver dans une position délicate. Voilà, moi c'est mon conseil. Vous faites comme vous voulez. Si vous ne croyez pas au cloud, encore une fois, il y a des solutions. Le papier, c'est bien aussi, mais le papier, il faut toujours l'avoir sur soi, quoi. Donc, si vous êtes en déplacement, l'avantage du cloud, c'est que bon, vous avez cette flexibilité. C'est vous et votre parano, de toute façon, à vous de gérer. Et tu m'avais dit, t'étais sur quoi, toi, sur Cold Wallet, même si Bah t'es moi, pas j'ai le du meilleur des élèves? Ledger, et puis j'ai des seeds qui sont stockés en lieu sûr. Ok. Voilà. Non, parce qu'il y avait une petite question dans le chat. Moi, personnellement, je suis Ledger. J'ai la petite Trésor, d'ailleurs, faut que je l'essaye. Je voulais en faire une vidéo un petit peu pour ne pas faire le gros biais de confirmation, tu sais, utiliser qu'un wallet, parler que d'un wallet. Donc, je vais l'utiliser, je vais le présenter en vidéo. Mais en fait, une fois que tu as un produit qui fait le taf, pourquoi chercher autre part, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, en fait, pourquoi tout le monde dit Ledger, c'est que Ledger, ils ont la particularité de bosser avec plus de monde, d'avoir plus de compatibilité. Après, niveau sécurité, je pense que Ledger, Trezor, les deux sont solides. Il y a d'autres marques que je connais moins. Ouais, il y a Mais du voilà. SafePal, Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à avoir un biais, effectivement, Ledger, parce que Nicolas Baca, quoi, inventeur de l'hardware wallet, pas mal d'années d'expérience. L'inventeur de l'hardware wallet, encore une fois, Nicolas Baca, c'est quelqu'un qui bosse sur les cartes à puce depuis très longtemps, qui connaît bien son sujet. J'aimerais bien l'interviewer un jour. Je vais essayer de le pinguer. Mais pour autant, je vais pas descendre Trésor. C'est juste que Ledger, j'ai confiance, c'est français, et voilà, tout simplement. Ouais. Ouais, puis sinon, en mot de la fin, hein, moi, en ce moment, je suis beaucoup Ether et je suis beaucoup un petit peu tout ce qui est Ether, là, toutes les conférences de l'ETHCC, même si j'ai pas eu la chance d'y aller, je les ai quasiment toutes regardées. Et là, juste à côté du stream, dans un onglet, j'ai l'interview d'un main dev Ether là, qui parlait du merge. Donc, parce que je pense vraiment que je pense vraiment que ça peut potentiellement, je dis bien potentiellement, lancer un truc. Là, quand on parle de trucs, on parle bien évidemment d'augmentation haussière du prix. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte qu'aujourd'hui, tu as 13 500 Ethers qui sont dumpés tous les jours sur le marché de la part des mineurs. Et d'ici 2 mois et pendant 6 à 9 mois, tu en auras 0. C'est ça. Donc, plus du burn via l'utilisation, donc ça va être, c'est ça. Ça va être sympa. C'est clair, il y aura moins de pression vendeuse. Et puis Bon. t'as tout le
pas le stress, mais tu vas avoir tous les détracteurs qui se disent que ça va mal se passer, qu'il va y avoir plein de Ça forks. peut, Non, franchement. mais ça peut, bien évidemment. Mais une fois que ce sera passé, si ça s'est bien passé, bah forcément, tu auras, en plus de la non-inflation pendant 6 à 9 mois, tu auras également ce boulet, on va dire, en moins. Bah, ce sera de toute façon le test du Proof of Stake grandeur nature. Ouais. Parce que voilà, il y a des chaînes en Proof of Stake, mais là, c'est the place to be. Et regarde, pour moi, la deuxième chaîne où il se passe vraiment beaucoup de choses, bon, il y a Polygon. Il y a quand même Polygon où ça bouge Polygon, pas mal. ils Et envoient, après, là. c'est Solana. Et après, c'est Solana. Et Solana, tu vois, bah, encore l'événement récent, au final, le problème venait pas de Solana, il venait de Slope Wallet. Visiblement, on attend encore une confirmation. Mais souvent, c'est des problèmes comme Solend, c'est des problèmes extérieurs au protocole. Le seul problème de Solana aujourd'hui, c'est son système de frais en réalité. C'est ça qu'ils doivent corriger. Parce qu'ils n'ont pas de frais dynamiques. Donc, comme ils n'ont pas de frais dynamiques, ils peuvent se faire spam. Aucune blockchain aujourd'hui ne peut gérer 400 000 transactions seconde. Solana, ils ont pris du 400 000 dans la tête. Normal qu'ils tombent. Les autres, tu peux pas parce que c'est trop cher d'envoyer la transaction. C'est trop cher. Ouais. Voilà. Et ben, je te remercie, Charles. Tu es toujours le bienvenu en live. C'était vraiment une superbe interview, je trouve, pour une première introduction à qui est Crypto Farmer. Puis on a parlé de Spécu, on a parlé de Fonda, c'était top. Je laisse tous les liens pour te suivre dans la description YouTube pour ceux qui nous écoutent. Encore une fois, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le chat Twitch qui nous écoute aussi. Il faut suivre sur Twitch. Il y a beaucoup de lives qui arrivent, des débats autour des cryptos, des invités sympas. J'espère que vous kiffez bien en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.